aujourd'hui je vous retrouve pour parler de Phobos. Je vais faire comme j'avais fait avec la 5e vague, c'est-à-dire que là on doit être le 30-31 janvier, quelque chose comme ça. J'ai terminé ce tome 1 il y a 3-4 jours peut-être, quelque chose comme... ouais, 3-4 jours. Et du coup je vais parler du tome 1 aujourd'hui, ensuite je lirai le tome 2, je parlerai du tome 2, et je lirai le tome 3, je parlerai du tome 3. Je vais faire ça, comme ça il y a la saga complète, et l'avis est impartial sur chaque tome, parce que par exemple pour la 5e vague de Rick Yancey, si j'avais dû parler de la saga en intégralité, mon avis sur le tome 1 aurait été influencé par ma déception du tome 2 et mon abandon du tome 3. Et du coup, il aurait été beaucoup moins positif qu'il ne l'est dans la vidéo et qu'il ne l'est en vrai. J'ai vraiment aimé le tome 1, c'est juste qu'après ça a été une catastrophe. J'espère que ça fera pas pareil avec Phobos, parce que j'ai vraiment adoré ce tome 1. Donc c'est de Victor Dixon. À la base, je crois que c'est publié dans la collection R, mais moi j'ai l'édition France Loisirs. Parce que je les ai pris avec mes points club, donc j'ai eu le tome 1 et le tome 2 gratuit. Du coup, c'est pour ça qu'il fallait que je trouve un moyen de filmer rapidement, même si j'ai plus de téléphone actuellement, pour pouvoir lire le tome 2, n'est-ce pas? Donc, je vais faire la même phrase que vous avez déjà entendue 1 million de fois pour résumer cette saga, qui est, on a 6 filles et 6 garçons de 17 à 21 ans, quelque chose comme ça, je crois, qui sont sélectionnés, choisis, entraînés, préparés pour être envoyés sur Mars. Et donc dans le tome ici, on suit leur voyage en navette spatiale jusqu'à Mars. Au cours de ce voyage-là, les filles sont séparées des garçons et ils vont se rencontrer quelques minutes par jour pour faire connaissance, parce que le but c'est qu'à l'arrivée sur Mars, ils forment des couples et ils fassent des bébés pour peupler Mars. Alors dit comme ça, moi je trouve ça très barbare et très bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit dans le book haul dans lequel je les présente que ce livre n'avait pas grand chose pour m'attirer parce que c'est de la science-fiction, c'est quand même la conquête de Mars, et un espèce de speed dating jeu télé-réalité qui ne m'attire pas du tout. Enfin voilà, la science-fiction c'est pas du tout mon délire, et les jeux télé, enfin la télé-réalité, franchement je trouve ça d'une débilité sans nom. Mais je me suis rendu compte que en fait j'avais déjà lu une saga dans laquelle il y a un jeu télé diffusé devant des millions de téléspectateurs et que j'avais adoré cette saga. Je parle évidemment de Hunger Games. Alors Phobos aurait pu souffrir de la comparaison avec Hunger Games, parce que Hunger Games j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment dévoré la saga. Mais Victor Dixon ne fait ni mieux, ni moins bien, ni aussi bien, il fait juste différemment. Il y a juste le jeu télé et le fait que ce qui se passe avec des vrais gens, avec des vraies personnes, soit diffusé dans le monde entier, qui rappelle Hunger Games, mais sinon ce qui se passe avec des événements qui arrivent, ça n'a rien à voir, évidemment. Et donc je me suis rendu compte aussi en lisant ce tome 1 que j'aurais pu souffrir de claustrophobie en lisant ce livre. C'est-à-dire que si l'auteur avait choisi de raconter ce qui se passe uniquement dans la navette spatiale, ça aurait été au final un huis clos, et je ne supporte pas. Les huis clos, c'est quelque chose que j'y arrive pas, je peux pas. Le huis clos, je me fais chier. Enfin, c'est pas que je me fais chier, mais j'ai besoin de bouger, de sortir, de faire des choses. Et du coup, les huis clos, j'apprécie pas. Sauf que l'auteur a choisi de nous montrer 3 points de vue. Donc on a un point de vue dans la navette spatiale, un point de vue des organisateurs, et un point de vue d'un espèce de spectateur lambda, mais un petit peu initié quand même, qui on sent il va avoir de l'importance un petit peu quand même, hein, voilà. Donc dans la navette spatiale, on suit Léonore, qui est une jeune fille, je crois qu'elle a 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça, et j'ai bien aimé le fait qu'on ne suive qu'un seul des participants en fait, parce que ce qui fait qu'on n'est pas omniscient dans le jeu, et que nous on peut se prendre dans le jeu. On peut se dire, ah mais peut-être que lui il a dit un machin, et c'est peut-être lui qui lui a dit, et entre eux qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils se sont dit. Voilà, le fait qu'on ne sache pas tout ce qui se passe entre tous les prétendants et les prétendantes, je reviendrai à cette distinction juste après, ça fait que nous-mêmes c'est comme si on participait au jeu. Alors on participe pas au jeu parce qu'on peut pas décider ce qui se passe et ce qui arrive, mais on peut se prendre au jeu, et j'ai trouvé vraiment ça cool. Donc pour la distinction, donc c'est vraiment écrit 6 prétendantes et 6 prétendants, et jusque là je comprenais pas pourquoi les gens qui parlent de ce livre, ils disaient pas 12 prétendants, enfin 12 personnes, non, c'est parce que tout le long du livre, c'est vraiment distinguer les filles, des garçons, les prétendants, des prétendantes, c'est 6 et 6, c'est pas 12 personnes, c'est vraiment 6 et 6. Et je trouve que c'est bien de distinguer et de pas juste prendre le masculin, parce que le masculin l'emporte, et de dire 12 personnes et 12 prétendants. Donc j'ai vraiment trouvé ça cool. Pour le deuxième point de vue, donc on suit le point de vue des gens qui organisent le jeu, et même si dans Hunger Games le but c'est de s'entretuer, dans Phobos c'est un niveau encore au-dessus, hein. C'est plus psychologique et c'est encore plus tordu,
mais c'est vraiment cool. Et donc le fait qu'on suive ces personnes-là qui organisent, ça fait qu'on en sait plus que les personnages, et que et en fait, et en plus, le Victor Dixon, il a cette capacité de, comment dire, de déposer des petits éléments au fur et à mesure de la lecture qui fait que on a envie de lire. Et il se passe toujours des événements, il va se passer un événement, il ne l'explique pas tout de suite, il se passe autre chose, on lit autre chose, et hop, ensuite on revient à ça, et on comprend ce qui s'est passé, et on comprend pourquoi c'est arrivé, et comment ça va se mettre dans le espèce de gros puzzle qu'il est en train de construire. Et on a même l'impression des fois que l'auteur donne des informations alors qu'il ne le voulait pas. Alors évidemment, c'est pas le cas parce qu'il a écrit son livre et il sait exactement qu'est-ce qu'il dit à quel moment, mais de la manière dont c'est écrit, c'est pas dit directement et on a l'impression qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. Alors évidemment, il s'en rend compte, mais j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est vraiment génial. Donc j'ai terminé ce tome-là il y a 2-3 jours. J'avais pas spécialement envie de me jeter sur la suite parce qu'elle est juste là, elle est juste dans ma bibliothèque, je pourrais la lire. Mais je me suis rendu compte que donc ça fait 2-3 jours que je lis autre chose et que je fais autre chose. Et en fait, les personnages et l'univers me manquent. Ça me manque de pas être avec eux et de pas savoir ce qui leur arrive et ce qui se passe. C'est pas que j'ai envie de savoir ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai envie d'être avec eux. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé un moyen de tourner ce morceau de vidéo pour pouvoir lire la suite. Je vais le dire maintenant, comme ça je sais qu'après j'aurai pas à le dire. Grâce à Cédric, j'ai découvert un youtubeur qui s'appelle Benny. Oui, encore Cédric, je sais, c'est de ma faute. Et donc, du coup, je sais pas s'il est anglais ou américain, j'en ai aucune idée, mais il fait des musiques. Et du coup, j'ai choisi Boy Will Be Boy de Benny. Donc, ne me demandez pas d'où il sort, alors que c'est un youtubeur. Voilà. Pour lire cette saga, et j'adore cette chose. Vraiment. Du coup, je vais aller là tout de suite maintenant lire le tome 2, et vous aurez là tout de suite maintenant mon avis sur le tome 2. Donc je parlais du tome 2, où oui on a changé d'endroit parce que entre le moment où j'ai lu le tome 1 et le moment où j'ai lu le tome 2, j'ai décidé de changer d'endroit pour tourner. Désolée si ça vous perturbe. Donc j'ai commencé ce tome 2 à peu près 10 jours en fait après que j'ai lu le tome 1 parce qu'il a fallu que je tourne la vidéo et puis ensuite j'ai fait autre chose et tout. Et mon avis est un petit peu compliqué. Je vais parler en nombre de pages parce qu'à chaque fois j'ai regardé le nombre de pages. Je me demande pas pourquoi j'ai fait ça. Donc j'ai lu 150 pages en 2 jours à peu près. Et j'étais vraiment bien. Et c'était vraiment cool de pas laisser très longtemps entre les deux tomes parce que ce tome 2 là démarre exactement, mais alors vraiment exactement à la seconde près où le tome 1 se termine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de les personnages ont avancé et on va nous raconter ce qui s'est passé. Enfin, on retrouve les personnages genre un an, enfin, genre quelques semaines après et ils vont nous raconter ce qui s'est passé avant. Non, on les retrouve en direct live du point où on les a laissés. Du coup, je pense que pour les personnes qui ont dû attendre un an à la sortie des tomes ou qui laissent très longtemps entre deux tomes, ça risque d'être compliqué pour se remettre dedans parce que vraiment on redémarre à la seconde près. Mais c'est vraiment. Je sais pas comment il a fait ça, mais du coup, il faudra mieux lire le dernier chapitre du tome 1 si vous avez laissé beaucoup de temps entre les deux parce que sinon vous allez être perdu. Et donc pendant les 150 premières pages, j'étais vraiment à fond. Et puis ensuite, je me suis lassée. Alors je pense que je me suis lassée parce que j'ai lu les deux tomes rapidement et que 600 pages de Phobos en même pas un mois, ça fait beaucoup quand même. Et que bah du coup, j'en avais marre en fait. Du coup, je l'ai posé pendant quelques jours, j'ai lu autre chose. Puis je l'ai repris. Et donc je l'ai repris pour vous suivre dans l'espace-temps, vu que vous avez déjà vu la vidéo même. Je l'ai repris après avoir terminé l'Infini plus 1 de Mirmon. Donc ça me situe dans l'espace-temps à peu près mi-février. Et jusqu'à la page, enfin je l'ai lu voilà, rapidement. Et à partir de la page 180, ça commence vraiment à bouger, il commence vraiment à se passer des choses. Et là, je me suis re-éclatée. En fait, donc dans le tome 1, on nous explique exactement comment ça va se passer, exactement comment les organisateurs du programme, donc le programme qui les a envoyés sur Mars, s'appelle Genesis. Donc le programme Genesis, il a prévu comment ça allait se passer l'arrivée, comment ça allait se passer une fois qu'ils étaient là-bas, qu'est-ce qu'ils allaient faire, tout ça. Et donc tout ça, on l'a expliqué dans le tome 1, sauf qu'évidemment, pour éviter les redites et les répétitions, sinon on va se faire chier, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et le pas tout à fait est très important, c'est-à-dire que au lieu de partir en live et de dire rien ne va, rien ne se passe comme prévu, c'est une catastrophe, pas possible, non. Victor Dixon, il choisit de faire passer certaines choses se passent comme prévu et certaines autres se passent pas comme prévu, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu une espèce de bombe qui a explosé et que plus rien ne va. Non, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Et du coup, c'était plutôt intelligent, je trouve, de faire ça. Donc ensuite, j'ai avancé dans le livre et vers la page... Franchement, les 100 dernières pages, je les ai subies. Ça a été vraiment une galère à lire parce que je me suis dit, si je le repose une semaine ou deux, je vais pas avoir envie de le reprendre et ce serait dommage alors que je suis à 100 pages de la fin et qu'ensuite je pourrais faire une grosse pause aussi longue que je veux entre le tome 2 et le tome 3.
Du coup, j'ai vraiment subi cette dernière page pour pas faire de pause et pour pas lire autre chose et pour pas passer à autre chose parce que je me suis dit sinon c'est mort. Donc j'ai vraiment insisté. Comme quoi, des fois, j'abandonne pas le livre et j'insiste, hein, vous voyez, ça existe. Et donc du coup, j'ai vraiment subi cette dernière page. Avant la page 300, on a eu une espèce de révélation. Alors il y a un personnage masculin qui tout au long de ce livre m'a agacé. J'avais envie de lui coller des baffes à chaque fois que je le voyais, mais vous imaginez même pas à quel point. Et puis ensuite, on a une petite révélation, une grosse révélation même sur lui et sur ce qui s'est passé dans sa vie d'avant, donc avant qu'il atteigne Mars, et qui même qu'il prenne la navette. On a une révélation qui fait que, ok, d'accord, ça va, il a le droit de faire ce qu'il fait et de dire ce qu'il dit, mais ça reste quand même relou et franchement, il m'a saoulé. Et en plus de ça, avant cette révélation, j'ai une petite manie en fait que j'ai de moins en moins, c'est que avant de démarrer un livre ou même quand je suis en plein milieu de ma lecture, je vais à la fin et je lis les 3-4 dernières lignes du bouquin. Alors la plupart du temps ça me sert à rien parce que je sais pas où on est, mais plus j'avance dans l'histoire, ces petites phrases m'indiquent où on va à peu près et du coup ça m'aide un peu à anticiper la fin. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je fais ça. Et il y a des fois où ça me spoil carrément tout, mais c'est pas bien grave. Hein. Et donc là j'avais lu ces 3-4 dernières petites lignes et ensuite j'ai eu la révélation sur ce personnage là. Et j'ai rassemblé les deux dans ma tête et je me suis dit, oh oh, si la fin c'est ce que j'ai anticipé, ça va pas le faire, mais alors pas du tout. Et en même temps, j'étais partagée entre le ouais, j'ai trouvé, et le pas cool, parce que franchement, si c'est ce que je pense, c'est vraiment de la merde. Et le fait que je me sois trompée, même si ce serait pas cool que je me sois trompée, en espérant que ce soit moins pire. Et finalement, la fin du tome, c'est pas ce que j'avais anticipé, mais c'est bien pire que ce que j'avais anticipé. C'est vraiment une catastrophe la fin de ce tome. Et pourtant, encore une fois, la fin du tome est une catastrophe. La révélation qu'il y a à la fin, c'est juste waouh. Et pourtant, ça me donne pas envie de me jeter sur la fin, sur le dernier tome, enfin sur le dernier tome, sur le tome 3, parce qu'apparemment il va y avoir un tome 4. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura dans ce tome 4 là. Je pense pas que j'intégrerai à la vidéo, mais apparemment il y aura un tome 4. Donc voilà, je vais attendre d'avoir envie de lire ce tome 3 pour l'acheter. Mais ce tome 2 m'a déçu parce que c'est un tome de transition, comme c'est souvent le cas dans les trilogies, mais c'est aussi un tome de transition, dans le sens où il se passe pas grand chose. Et un tome de transition dans le sens où on sent que l'auteur a malgré tout préparé les choses pour le tome 3 et mis des choses en place qui demandaient du temps. Sauf que l'héroïne principale, donc Léonore, celle qui nous parle, elle commence à m'agacer, ça commence à me saouler, que ce soit toujours elle qui trouve tout, et toujours elle qui dirige tout, et toujours elle qui a raison, et patati et patata. Ils sont 12 et franchement, c'est la seule à réfléchir et c'est la seule à avoir un cerveau. On a l'impression que les autres, ils sont des pantins. Je vous jure, c'est vrai. Et du coup, ça me saoule que Victor Dixon ait pris la peine de créer 12 personnages et qu'ils s'en servent pas. Ils s'en servent peut-être une fois ou deux, mais c'est tout quoi. Les autres, ils servent à rien. Ils sont là, mais juste pour faire joli. Donc ça me gave un peu. Dans ce livre-là, on a un nouveau point de vue parce que donc l'espèce de téléspectateur lambda qui était pas si lambda que ça est devenu vraiment moins lambda et beaucoup plus important dans l'histoire. Et du coup, Victor Dixon a inséré un nouveau point de vue qui sera le nouveau téléspectateur lambda qui va suivre la chaîne et qui a encore moins d'informations que les personnes qui sont envoyées sur Mars. Donc c'est plutôt cool parce que les points de vue se développent et se diversifient. Mais franchement, je vais attendre pas mal de temps, je pense, avant de lire le tome 3. Bref, je vais passer tout de suite au tome 3. Bon, finalement, je vais finir cette vidéo parce que je me suis dit que je me devais de faire une espèce de conclusion à cette vidéo. Vous le voyez, je n'ai pas le tome 3 de Phobos avec moi parce que je ne l'ai pas lu et j'ai décidé de ne pas l'acheter et de ne pas le lire. J'ai pas encore décidé de vendre les 2 premiers tomes que j'ai, ce qui fait que si un jour je le trouve d'occasion ou si un jour il est enfin disponible chez France Loisirs et que je peux me le prendre avec mes points et donc l'avoir gratuitement, je me le procurerai comme ça et je le lirai. Mais pour l'instant, c'est pas prévu et déjà c'est pas très positif que je ne sois pas prête à acheter neuf, un tome 3. En général, quand j'aime vraiment beaucoup une saga, je finis par acheter les tomes 9. C'était le cas pour les Chroniques Lunaires. J'ai acheté je crois les 4 tomes au final, 9. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Mais pour Phobos, ça ne le fait pas. Il y a plusieurs choses. Voilà, ça fait longtemps que j'ai lu les tomes 1 et 2 maintenant. Plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a des choses qui me dérangent dans cette histoire-là, en fait. Donc, la fin du tome 2, déjà, je vais commencer par là, sans vous spoiler, promis. Sur le coup, je me suis dit, oh non! Et en fait, c'est nul. Enfin, j'aime pas du. Enfin, cette fin est vraiment pas top. D'ailleurs, j'ai vu l'interview que Victor Dixon a donnée à Nathan de la chaîne Les Cahiers de lecture de Nathan, dans lequel il dit que c'est une volonté de sa part de nous mettre, nous, public français, face à une télé-réalité et de nous laisser en suspense comme ça
Sauf que je ne suis pas du tout réceptive à la télé-réalité, ça m'insupporte la télé-réalité, rien que le mot télé-réalité ça m'énerve parce que c'est pas du tout réel ce qui se passe dans ces émissions-là, enfin moi ça m'énerve vraiment. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment ça, mais moi je ne supporte pas ça. Et il y a plusieurs choses qui me dérangent dans le tome 2, c'est que il a pris la peine de créer 12 personnages et d'envoyer 12 personnes sur Mars, et au final il y en a quoi 3-4 qui sont importantes et dont on se rappelle et qui ont vraiment un rôle à jouer. Dans le tome 1, je trouvais ça cool qu'on ait que la vie d'Eleanor dans la navette spatiale. Mais pour le tome 2, je trouve qu'il aurait dû nous donner plus d'avis et que plus de personnages auraient dû s'adresser à nous. Alors après, je sais que c'est un travail conséquent à faire d'avoir plusieurs points de vue dans un livre. Surtout qu'il n'y a pas que le point de vue d'Eleanor, il y a aussi le point de vue de personnes gentilles sur Terre qui vont aider les gens dans la navette spatiale et sur Mars. Et de personnes méchantes sur Terre qui les ont envoyés en fait sur Mars. Donc ça fait déjà plusieurs points de vue à gérer. Mais du coup, pourquoi avoir créé 12 personnages? Enfin, je veux dire, 6 ça suffisait quoi. 3 couples sur Mars ça suffisait. C'était plus facile à gérer. Et ça aurait été, en tout cas à mon sens, plus intelligent de faire ça comme ça. Donc voilà. En plus, j'attendais désespérément que le tome 3 soit disponible chez France Loisirs. Et il ne l'est toujours pas. C'est pour ça que je ne l'ai toujours pas acheté. Et comme j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres jusqu'au 1er septembre minimum, bah, je pourrais pas acheter le tome 3 là maintenant tout de suite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes chances que si je finisse par l'acheter et par le lire, je l'abandonne, donc autant ne pas le lire. Il y a toujours une petite probabilité pour qu'un jour je le lise, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu. Si vous avez lu la saga complète et que du coup vous êtes plus avancé que moi, dites-moi si c'est vraiment important de lire le tome 3, s'il y a vraiment des réponses dans ce tome 3 là, ou s'il y a un changement d'écriture et de narration dans le tome 3 qui fait que dans ce que je viens de dire ça me conviendrait mieux à moi. Mais je pense qu'il y a peu de chance. C'est dommage parce que je suis sûre que c'est une très bonne histoire et j'aime beaucoup lire des auteurs français, mais là pour le coup ça ne l'a pas fait du tout, donc je préfère ne pas en fait je préfère ne pas acheter un livre que je risque d'abandonner, tout simplement. Donc voilà, je voulais finir cette vidéo, c'est chose faite, j'espère qu'elle vous aura plu, vous aurez au moins eu mes avis objectifs pour le coup sur les tomes 1 et 2. Peut-être que je referai ça avec d'autres sagas, mais pour l'instant c'est pas vraiment prévu. Voilà, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.